Vous croyez regarder une Coupe du Monde. En réalité, vous regardez une carte du nouvel ordre mondial. Sur le terrain, il y a des buts, des pénaltys ratés, des qualifications arrachées à la dernière minute. Mais derrière les maillots, les hymnes et les tribunes pleines, il y a autre chose. Des frontières, des visas, des guerres, des pays qui montent, d'autres qui restent prisonniers de leur image et des puissances qui utilisent le sport comme vitrine politique. La Coupe du Monde 2026 devait être la grande fête de la planète football. Elle est aussi devenue le révélateur d'un monde plus dur, plus fragmenté, plus méfiant. L'Iran n'a pas seulement joué contre ses adversaires. La République démocratique du Congo et le Sénégal ne jouent pas seulement pour gagner un match. Et les États-Unis, le Canada et le Mexique n'organisent pas seulement un tournoi. Ils exposent une contradiction gigantesque, célébrer la mondialisation dans les stades pendant que le monde réel se referme aux frontières. La première nouveauté est évidente. Cette Coupe du Monde est immense. 48 équipes, 104 matchs, 3 pays hôtes, une compétition pensée comme un spectacle total, continental, commercial, diplomatique. Officiellement, c'est l'ouverture du football à plus de nations. Et sur le papier, l'idée est séduisante. Plus d'équipes, plus de peuples, plus d'histoires, plus de continents représentés. Mais plus le tournoi s'élargit, plus il cesse d'être seulement une compétition sportive. Il devient une photographie du monde, et cette photographie n'est pas neutre. Car quand on fait entrer davantage de pays dans le plus grand théâtre médiatique de la planète, on ne fait pas entrer seulement des joueurs. On fait entrer des conflits, des sanctions, des mémoires coloniales, des diasporas, des alliances, des rancœurs, des humiliations et des ambitions nationales. Chaque sélection porte un drapeau. Et dans le monde actuel, un drapeau n'est jamais simplement une couleur dans une tribune. Le cas iranien le montre avec une brutalité particulière. L'Iran est sorti de la Coupe du Monde sans perdre un seul match, mais avec une impression de tournoi écrasé par autre chose que le football. L'équipe a dû composer avec des restrictions, des questions de visa, des déplacements compliqués, une base déplacée, une pression sécuritaire constante et un contexte de guerre qui dépassait complètement le terrain. On peut discuter de ses choix tactiques, de ses occasions manquées, de ses buts refusés, de ses hésitations offensives, mais ce serait manquer l'essentiel. Ce que l'Iran a vécu en 2026, c'est la preuve que dans un monde de tensions extrêmes, même une Coupe du Monde ne suspend plus la géopolitique. Le football aime raconter qu'il unit les peuples. Mais il ne supprime ni les sanctions, ni la méfiance, ni la guerre, ni les calculs d'État. Quand une équipe doit penser à ses visas, à ses trajets, à ses autorisations, à sa sécurité et à la perception politique de sa présence avant même de penser à son adversaire, alors le sport n'est plus un refuge, il devient une extension du rapport de force, et c'est là que le contraste devient fascinant. Pendant que l'Iran symbolise le poids des États sous tension, l'Afrique montre une autre dynamique, celle de la visibilité. 9 sélections africaines ont atteint le tour suivant. Le Congo, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. Ce n'est pas seulement une statistique sportive, c'est une présence continentale. Une occupation de l'espace médiatique mondial. Le Congo, en particulier, porte une charge symbolique considérable. Un pays immense, riche en ressources, marqué par les conflits, souvent réduit dans le débat international à ses crises, se retrouve soudain face à l'Angleterre, dans une affiche mondiale. Pour Kinshasa, ce n'est pas seulement un match, c'est une vitrine. C'est le moment où un pays que l'on regarde souvent par le prisme de la guerre, des mines, des tensions régionales et de l'instabilité apparaît dans le langage le plus universel possible, celui du football. Le Sénégal, lui, raconte une autre histoire. Une équipe battue, fragilisée, presque sortie, puis relancée par une victoire massive. Là encore,
Le sport donne une forme simple à une réalité plus profonde. L'Afrique n'est plus seulement invitée au tournoi, elle y pèse, elle y dérange, elle y oblige les grandes nations à regarder ailleurs que vers l'Europe et l'Amérique du Sud. Et c'est précisément ce qui rend cette Coupe du Monde politique. Elle modifie la hiérarchie des regards. Mais le paradoxe le plus spectaculaire se trouve chez les hôtes eux-mêmes. États-Unis, Canada, Mexique, 3 pays pour organiser le tournoi le plus globalisé de l'histoire. Sur l'affiche, c'est l'Amérique du Nord, ouverte, moderne, puissante, capable de gérer un événement planétaire. Dans la réalité, c'est aussi une région traversée par la question migratoire, la sécurité, les frontières, la méfiance envers certaines nationalités et les tensions politiques internes. Les États-Unis jouent leur propre Coupe du Monde sur 2 terrains. Sur le premier, ils veulent te montrer leur puissance d'organisation, leur stade, leur marché, leur capacité à attirer le monde. Sur le second, ils rappellent que l'accès à ce monde reste filtré, contrôlé, surveillé. Le Canada cherche à projeter une image plus stable, plus consensuelle, plus accueillante. Le Mexique, lui, devient à la fois hôte, refuge logistique, puissance footballistique régionale et symbole d'une frontière qui concentre toutes les contradictions de l'époque. 3 pays hôtes donc. Mais une seule question, peut-on vraiment célébrer une fête mondiale quand l'ordre mondial lui-même est en train de se durcir? C'est ici que toutes les pièces s'assemblent. La Coupe du Monde 2026 révèle une contradiction centrale de notre époque. Le spectacle est mondial, mais la politique redevient nationale. Le football promet la circulation. Les États imposent le contrôle. La FIFA vend une planète unifiée par le ballon. Les gouvernements, eux, réintroduisent les visas, la sécurité, la suspicion, les intérêts souverains, et personne ne devrait s'en étonner. Pendant 30 ans, on a vendu l'idée que la mondialisation rendrait les frontières secondaires. Le commerce, le sport, la culture et les grands événements devaient fabriquer un monde plus fluide, plus ouvert, presque post-politique. La Coupe du Monde 2026 montre l'inverse. Elle montre que plus le spectacle devient mondial, plus les États veulent reprendre la main sur les conditions d'accès à ce spectacle. Qui entre, qui reste, qui représente quoi, qui est considéré comme un risque, qui bénéficie d'une vitrine, qui subit la méfiance, voilà le vrai sujet. Ce tournoi ne remplace pas la géopolitique, il la rend visible. L'Iran montre le prix de l'isolement et de la confrontation. Le Congo et le Sénégal montrent le déplacement progressif du centre de gravité sportif et symbolique vers des pays longtemps regardés comme périphériques. Les États-Unis, le Canada et le Mexique montrent que l'intégration régionale peut coexister avec la peur migratoire, les contrôles et la logique sécuritaire. En apparence, c'est du football. En profondeur, c'est une leçon de pouvoir. La Coupe du Monde révèle toujours quelque chose de son époque. En 1934, elle disait quelque chose de la propagande. En 1978, quelque chose des dictatures. En 1994, quelque chose du triomphe américain et commercial du sport global. En 2026, elle dit autre chose. Le monde est plus connecté que jamais, mais il n'a jamais été aussi méfiant. Pour la France et pour l'Europe, la leçon est directe. Il ne suffit plus de regarder le sport comme un divertissement. Les grands événements mondiaux sont devenus des scènes de puissance, des vitrines de réputation, des tests logistiques, des instruments diplomatiques et parfois des révélateurs de faiblesse. La Coupe du Monde 2026 ne nous dit pas seulement qui est fort sur le terrain, elle nous dit quels pays existent dans l'imaginaire mondial, quels États contrôlent l'accès au spectacle, quelles nations transforment une qualification en message politique et quels conflits traversent désormais même les moments censés unir la planète. Le ballon continue de rouler. Mais autour de lui, le monde se referme, se recompose et se regarde dans le miroir. Et ce miroir, en 2026, n'est pas seulement sportif, il est géopolitique.